Bonjour tout le monde et bienvenue au studio de Poche. Cette vidéo, normalement, vous allez la voir début 2018 ou fin 2017, mais elle est enregistrée au moment où vous la voyez depuis plus d'un mois. Il se trouve que j'ai pas trop envie de bosser pendant la période des fêtes, mais je me dis que ça peut peut-être quand même être bien de garder une certaine continuité dans la diffusion des vidéos. Et il se trouve que hier soir, j'ai assisté à la présentation, on peut peut-être dire conférence, de Johan Chervaux, un mec qui bosse pas très loin de chez moi, au parc animalier de Sainte-Croix, dont j'ai déjà parlé dans je sais pas combien de vidéos. Et il est parti un an faire une mission scientifique sur l'archipel des îles Kerguelen. Et comme il est un peu photographe, il est rentré avec plein de photos. Et en fait, sa conférence, ça se résume pas mal à commenter les photos qu'il a fait et raconter un petit peu l'histoire de comment ça se passe là-bas. J'ai trouvé ça vachement intéressant. Et donc, je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Donc aujourd'hui il n'y a pas de tuto, de trucs, voilà. C'est juste que je vais vous diffuser cette conférence, elle dure à peu près 1 heure, donc attrapez la bière et le paquet de chips, hein, vous êtes, voilà. C'est quasiment que des photos, mais vous verrez, c'est vraiment sympa et ça donne envie d'aller là-bas. Mais c'est compliqué d'aller là-bas, et cher. Mais bref, je vous laisse avec Johan, et moi je vous dis à la revoyure. Bonjour à tous, merci d'être venus. Oh, ça a l'air correct. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Johan, donc je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc je vais vous présenter du coup ma petite aventure sur Kerguelen. Voilà, ça fait dimanche, ça faisait 3 ans que je débarquais là-bas. Et je suis rentré il y a 2 ans, fin décembre 2015. Voilà, donc 1 an, 13 mois sur cette terre. Donc j'ai mis une petite carte pour qu'on puisse situer, parce qu'il y a des personnes qui, il y a encore 2 semaines, pensaient que c'était en Bretagne. Donc voilà, c'est breton, hein, Kerguelen. Elle porte le nom du premier, on va dire, premier marin qui a découvert ces îles. Donc c'était un breton qui est originaire de Quimper. Voilà. Donc là, ça se situe vraiment, c'est des cailloux qui sont en plein milieu de l'océan, il n'y a vraiment rien autour, à part d'autres îles. Hein. Donc là, on peut voir, c'est les terres australes et antarctiques françaises, donc il y a Crozet, Amsterdam et Saint-Paul. Donc le bateau, donc le Maillon du Frêne, j'en parlerai un peu plus tard, le bateau ravitailleur, donc il fait la rotation, là, ce qui est en jaune, donc il va la faire 4 à 5 fois par an. Voilà, donc c'est un voyage assez long. De la Réunion pour aller jusqu'à Crozet, on a mis 6-7 jours, ouais, à peu près. Et puis on est resté 3-4 jours sur Crozet pour le ravitaillement. Et après, on a mis 2 jours pour arriver sur Kerguelen. Et Kerguelen, direct, la Réunion, c'est 8 à 10 jours en fonction des conditions météo. Donc c'est long pour, par exemple, un rapatriement, on va dire, pour un blessé. Ça peut être très long. Donc voilà, c'est des terres très, très reculées. Alors là, il y a Kerguelen donc en bas à gauche, hein, avec les nuages tout autour. Donc c'est pour vous montrer un petit peu aussi les conditions météo. Donc là, c'est à cause du vent. Hein. Et il y a en fait les massifs ouest de Kerguelen qui nous protégeaient parfois des nuages. Donc ils bloquaient et donc la perturbation passait autour. Voilà une petite image satellite. Donc j'ai expliqué, on m'avait reproché de ne pas expliquer pourquoi j'étais parti là-bas une fois. Donc voilà, je suis avec un pote, Joris, qui m'a pas mal aidé sur place. Donc c'était un ornitho. Et là, on allait poser des cages. Donc je suis sur une cabane. Je vous expliquerai après les cabanes, j'ai plusieurs photos. Et donc là, c'était vraiment le début d'une manip. Donc on allait installer les pièges pour capturer les chats. Parce que je suis parti là-bas pour étudier le chat domestique qui a été introduit dans les années 60 par l'homme. Et qui en fait qui fait beaucoup de dégâts sur les oiseaux marins qui se reproduisent sur Kerguelen. C'est vraiment une île qui est pour les animaux qui est très importante pour la reproduction. Et il fait des dégâts vraiment considérables. Donc ça va faire 16 ans, le programme s'arrête cette année, il n'a pas été renouvelé, qu'une scientifique voilà, envoie des personnes comme moi là-bas tous les ans pour aller relever des données sur le chat. Donc en gros, hein, c'était de la capture, marquage, recapture. Donc je capturais les chats, je leur faisais des prélèvements de sang, je faisais des mesures, diverses voilà, mesures, et après je les relâchais avec un collier, parfois un collier GPS. Je crois que j'ai mis une photo après, voilà.
un chat que j'avais capturé. Donc on voit un petit morceau de verre sous le menton. Donc ça, c'est un collier GPS. On voit un peu la pile aussi. Donc ça, c'était une femelle qui avait des petits, et elle chassait toute la journée vraiment pour les nourrir. Donc je l'avais régulièrement. Voilà. Donc je parlais du Marion Dufresne, le bateau, donc sans ce bateau-là, il n'y aurait pas de terre australe et antarctique française. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est indispensable pour le ravitaillement. Donc un gros bateau, hein. C'est le premier navire scientifique au monde. Donc ça, c'est le début de la traversée, donc c'était assez calme, il n'y avait pas trop de vagues. On n'a pas eu de grosses tempêtes sur la traversée, des vagues de 4 à 6 mètres de creux. Bon, ça se coin un peu, mais c'était pas extraordinaire pour ces coins-là. Donc là, c'est l'arrivée à Crozet. Donc là, voilà, au bout de 6 à 7 jours de mer, on arrive devant ça. Donc là, il faisait à peu près beau, ça allait. Donc on est resté là-bas, 3-4 jours. Donc je suis descendu, on a pu descendre juste 2-3 heures, histoire de faire les touristes. Mais c'est vraiment, voilà, c'est pas prioritaire. Donc voilà, on a pu descendre pour aller voir la Manchotière. Il y avait une Manchotière qui était juste en face, la baie du Marin. On a pu rester 2 heures, parce que justement, on a dû remonter dans le bateau à cause du vent. L'hélicoptère, voilà, c'était juste limite au niveau conditions, donc on a dû vite repartir. Donc pendant la traversée, on n'a que de la mer, donc on est souvent sur la passerelle pour regarder les oiseaux. Il y a parfois quelques baleines, mais c'est assez monotone. Donc là, c'est le premier albatros, le grand albatros qu'on a vu, vraiment le tout premier. Ça fait 3,50 m d'envergure au maximum, donc on ne se rend pas compte peut-être comme ça, mais c'est des oiseaux assez énormes. Ça, c'était après Crozet, à côté de l'île de l'Est. C'est une île qui est protégée intégralement, donc beaucoup d'oiseaux reproducteurs. Il y avait vraiment des milliers d'oiseaux qui nageaient qui volaient sur l'eau. C'était assez impressionnant. Et après 12-13 jours de bateau, on arrive enfin à Kerguelen. Donc la base de Port-en-Français, hein, c'est moche, sincèrement. C'est pas le plus joli endroit de Kerguelen. Après, c'est au niveau, on va dire, protection. Des intempéries, c'est le meilleur endroit, hein, vraiment à l'abri du vent. Donc voilà, c'est plein de petits bâtiments. Il y a un bâtiment de restauration, des logements, des bâtiments pour la logistique, voilà, plein de petites choses. Une petite aurore australe pour embellir la base. Il y avait une église, un lieu de culte plutôt. C'était voilà. Il y avait comment ? J'y suis allé pour faire des photos et quand il y a des aurores. Non, sinon je ne suis pas rentré. Je crois que j'y suis rentré une fois. Mais on n'a pas fait de mariage à l'église. Il y a des mariages parfois à Kerguelen. Voilà, juste une petite photo pour vous montrer un peu la base. Donc ça, c'était au 14 juillet. Il y avait de la neige. Et les cabanes, les fameuses cabanes, donc c'était les sites d'études. Hein. Vraiment, donc il y a la base, on était une 60aine tout l'hiver, on est un peu plus l'été. Et ensuite, autour de cette base, sur tout Kerguelen, il y a plein de cabanes. Alors elles sont plus ou moins loin, ça peut aller de 3 heures de marche à 2, 3, 4, 5 jours de marche pour arriver à ces cabanes. Donc là, c'est Ratmanov, à côté d'une manchotière. Hein. Là, il y avait 7 heures de marche. Et c'était assez compliqué parce qu'il y avait pas mal de zones humides à traverser. Donc on était perdus au milieu de la nature dans ces petits modules et on vivait là-dedans 10 jours. Donc moi je resterais entre 10 et 15 jours. Voilà, j'ai mis des petites photos pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de l'intérieur. Donc ça c'est toujours la même cabane, hein, c'est les Ratmanov. Donc ça c'est là où on mangeait, mais le lieu de vie quoi. Hein. On mangeait, on buvait l'apéro. Il y en a qui bossaient, les ornithos, ils regardaient les manchots là, de la petite vitre où il y a le siège. Ils surveillaient parce qu'ils avaient numéroté des manchots et ils attendaient qu'ils reviennent pour les attraper. Ça, c'était le module couchage. Voilà, c'est assez rustique. Hein. On avait quand même du chauffage. On pouvait dormir à 7 là-dedans. Il y avait 2 autres lits superposés et les petits matelas qui sont par terre. On arrivait à s'entasser. Ça, c'était la réserve de nourriture, pareil, de Ratmanov. Bon, elle est assez impressionnante, celle-là. On avait dans les autres cabanes, il n'y avait pas autant de nourriture. Parce que ça, c'est un lieu d'étude qui était très, très fréquenté. Et encore là, c'était dans l'hiver, donc on l'avait déjà bien tapé dans les vivres. Et voilà la proximité hein, avec les manchots.
Donc c'est arrivé plusieurs fois quand il faisait beau l'été de boire le café. Donc c'est sur cette petite terrasse avec les manchots juste à côté et les éléphants de mer. Et ça, c'est vraiment la vue de la cabane. Donc le matin, au réveil, l'été, on avait ça, quoi. Donc je vous raconte pas le bruit, l'odeur, des fois, quand le vent était mal situé, mais sinon le bruit, c'était vraiment... On entendait tout le temps les manchots. Il y en a 400 000, hein, à peu près, 200 000 couples. Et ça, c'était l'hiver, donc il y a un peu moins de manchots, mais il y a surtout les jeunes. Vous verrez d'autres photos tout à l'heure hein, qui sont là, qui attendent les parents, qui eux, les parents viennent toutes les semaines ou 5 jours les nourrir. Là, je ne pourrais pas te dire. En fait, Kerguelen, il ne fait pas si froid que ça. On a eu au plus bas -4, sauf qu'il y a du vent, beaucoup de vent, tout le temps. En moyenne, c'est 40 à 50 km/h. C'est une journée normale là-bas. Donc avec le vent, les températures basses plus le vent, on a un ressenti qui est beaucoup plus. Mais voilà, c'est vraiment le gros danger là-bas, c'est le vent, parce que par exemple, on vient à se casser une jambe en transit, on peut vite se refroidir très très vite. On avait toujours des trousses de secours avec nous. On peut tomber dans une rivière, on traversait les rivières, donc voilà, il y a des mesures de sécurité. Des fois, la rivière, on pouvait passer avec de l'eau jusqu'au mollet, et on arrivait 2 jours après, il y avait une journée avec de la pluie, on l'a traversé jusqu'à la hanche, quoi. Donc là, on décroche le sac, on passe, parce que si on vient à tomber dans l'eau, qu'on puisse enlever notre sac pour ne pas se noyer. Il y a eu déjà un mort qui s'est noyé, en fait. Il est tombé, son sac était accroché à la ceinture ventrale, et en fait, il s'est cogné et il a perdu connaissance. Voilà. Donc c'est assez dangereux, hein. C'est ce que je disais, on est très très reculé, donc s'il arrive un accident, c'est voilà, 10 jours de bateau. Il y a une personne qui s'est fait une double fracture à Noël, elle a dû attendre 6 jours avant de partir. Voilà. Donc il y a un médecin, hein, il y a 2 médecins, il y a un petit hôpital, mais voilà, ils ne peuvent pas faire non plus grand chose, mais ils font le max pour que ça soulage, on va dire, la douleur. Ça, c'est une autre cabane, donc ça, c'était un peu plus loin. C'était un de mes endroits préférés. Je suis allé 3 fois là-bas. C'est Port-Couvreux. Donc, c'est un site qui a une histoire assez chargée. Donc, déjà, il y avait 2 jours de marche avec l'aide du bateau. Sinon, c'était 4-5 jours. Donc, sans bateau, on n'y allait pas, hein. Donc, c'était, voilà, on avait 5 heures de bateau, puis après 2 jours de transit, hein, avec une petite cabane intermédiaire. Et en fait, l'histoire de ce site, c'est le premier site. Ils ont essayé de mettre des fermiers, en fait, des colons. Et ça n'a pas trop marché, il y a eu des morts, des gens qui sont partis. En fait, dans l'idée, c'était dans les années après-guerre, ils voulaient faire un peu comme en Patagonie, en fait, des grands élevages de moutons. Sauf que en fait, Kerguelen, c'est tellement un climat rigoureux, la végétation est très pauvre, voilà, ils n'arrivaient pas trop les moutons, on ne trouvait pas trop à manger, donc il y avait beaucoup de mortalité. Et c'est des conditions qui sont vraiment très dures, quoi. L'hiver, c'est assez rude. Donc les familles, en fait, sont restées, je crois, 2-3 ans au max. Et il y a eu des décès. Donc voilà, il y a un petit cimetière sur place. Il y a des tombes aussi derrière la cabane, là, on la voit. Il y a 2-3 tombes. Et dans la vallée, il y a un petit cimetière avec 4-5 tombes. Donc voilà, c'est une ambiance qui est assez chargée. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, pendant 2 jours, vous marchez, il n'y a rien, quoi. C'est que des cailloux, de la végétation, de l'eau. Et vous arrivez donc sur un endroit avec une cabane et avec un cimetière. Donc voilà, c'est assez atypique. Donc ça, c'était la vue en face de la cabane. Donc on voit, il y a encore des vestiges, hein. C'est des fours en bas, là. C'est des fours ils faisaient fondre les éléphants de mer, en fait, la graisse, pour ensuite la revendre. Donc voilà. À l'époque, ils utilisaient donc l'huile, hein, ils utilisaient les baleines aussi pour éclairer les villes à l'huile, l'éclairage public. Ça, c'est une autre cabane, c'était Phonolite. Donc, j'y suis allé que 2 fois, en transit, mais c'était un endroit assez sympa. Vraiment une petite cabane bien sympathique avec une super vue. Voilà, au milieu de nulle part, hein. Alors ça, c'était Port Jeanne d'Arc. C'est une ancienne station baleinière qui est à l'abandon depuis 1930 environ. C'était les Norvégiens qui l'entretenaient. Donc avant qu'il y ait les bateaux-usines pour la chasse à la baleine, justement, pour produire de l'huile pour l'éclairage des villes, ils construisaient des stations baleinières. Donc elle a duré 3 ans, parce qu'après il y a justement les bateaux-usines qui sont arrivés, donc ils ont fait faillite. Et voilà, ça a été complètement abandonné, donc c'est un gros tas de ferraille. Donc, mais par contre, voilà, c'est un tas de ferraille avec des bâtiments qui ont été restaurés. Donc ça, c'était anciennement une porcherie qui a été
refaites par les terres australes pour le patrimoine, hein, pour le souvenir. Donc avec les manchots, hein, il y a toujours les manchots pas trop loin. Et voilà, donc vous avez un peu le contraste entre nouveaux bâtiments et puis ces bidons qui sont là depuis presque 100 ans. Et avec les paysages autour, hein. Et avec un de mes manipeurs qui ne travaillait pas. Voilà, un petit paysage aussi de Kerguelen, donc c'était juste à côté. Donc ça, c'était des chaloupes, hein, ils tiraient les baleines avec ça. En tout cas, ça servait à la logistique de la station. Donc pareil, il y a des petits aussi... il n'y a pas de petits cimetières, mais il y avait des tombes un peu éparpillées, pour celles qui sont encore visibles. Autour, il y avait pas mal de petites cascades, c'est un endroit, c'était assez sympa, donc faire quelques photos en pose longue. Ça, c'était Morne. Donc c'est pareil, un autre endroit, c'était plutôt en bord de mer, et avec un biotope assez particulier. Donc c'était, voilà, les sites d'études, ils étaient toujours un peu différents. Donc là, c'était assez sympa, beaucoup d'éléphants de mer là-bas. Là, c'est un endroit que j'aimais beaucoup, le canyon des Sourcils Noirs, donc grosse colonie d'albatros à sourcils noirs. Et on avait, donc là, c'était la cabane la plus luxueuse, quoique à Pégidor, on avait l'eau courante. Et là, il n'y avait pas de toilettes. À Pégidor, on avait les toilettes. Donc là, les toilettes, c'était dans la rivière à côté, hein, par exemple. Donc dans d'autres cabanes, il y a les toilettes sèches. Donc voilà, c'était vraiment rustique, hein. Et pas de douche, bien sûr. À Pégida, il y avait une douche, mais voilà, bon, c'était rare. Et donc là, ouais, c'était un petit chalet qui avait été construit donc par l'Institut Polaire. Moi, j'étais embauché par l'Institut Polaire Polyméque Victor. Et c'est eux qui, on va dire, entretiennent les cabanes. Donc vous voyez tous les petits bidons à côté, donc ça c'est la nourriture. Donc tous les ans, quasiment, c'est ravitaillé. Ils ramènent voilà, des nouvelles choses, ou ils ramènent les poubelles, par exemple, parce qu'on ne peut pas ramener des poubelles, hein. Là, il y avait 3 heures de marche avec un peu de dénivelé en plus, et pareil, c'était 6-7 heures de bateau. Donc vous avez déjà des sacs de 20 kg sur le dos, vous ne pouvez pas ramener en plus 10 kg de poubelle. Donc voilà, on laissait tout sur place. Et justement, le petit bateau qui nous emmenait un peu partout, donc c'était un chaland. Il ne fallait pas avoir le mal de mer. Vous allez voir, il a une forme assez particulière. Voilà, vraiment un chaland, quoi, avec devant, on pouvait mettre pas mal de choses. Donc ça servait aussi à débarquer lors des opérations de ravitaillement, tout ce que les containers. Et il nous emmenait sur nos sites d'études, donc on y a passé pas mal d'heures. Parfois trop, parce que ouais, quand la mer secouait un peu, on était bien secoué dedans. Et ça avançait pas vite, 7 ou 8 nœuds, donc c'était vraiment pas grand-chose. Mais par contre, on avait le temps d'observer les paysages et les animaux qui venaient autour du chaland. Donc là, c'était un bateau, c'était l'Alberta. C'était un bateau australien qui était utilisé pour la chasse à la baleine, qui a été sabordé à la Seconde Guerre mondiale, donc par les Australiens, pour éviter que les Allemands l'utilisent. Donc voilà. Les Allemands venaient beaucoup à Kerguelen se ravitailler en eau douce pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, on se déplaçait en bateau, mais on se déplaçait surtout à pied. Donc voilà un peu les conditions dans lesquelles on pouvait marcher. Donc là, il y avait beaucoup de vent, du brouillard. C'était rare, le brouillard. Et on voit, hein, le sable était complètement balayé. Mais là, c'était mon remplaçant et un autre qui était avec nous. Donc avec des sacs assez énormes à chaque fois, hein, beaucoup trop même. Des sacs de 20 kilos, parfois 25, parfois un peu moins. Alors, bon, en même temps, des fois, on emmenait de quoi passer les soirées en cabane, hein, une bouteille d'alcool, des jeux, voilà, on se faisait plaisir. Voilà, c'était pour l'anecdote. Donc il faisait très beau, hein, là, c'était en été, c'était vraiment une super journée. C'était pas tout le temps comme ça. Là, en fait, on traversait comme un fjord, sauf qu'à marée basse, à un endroit, on pouvait traverser, on gagnait quasiment 1 heure. Donc celle qui m'avait pris en photo, celle qui était avec moi pendant la traversée. Donc l'eau, je l'ai déjà traversée sur ma dernière manip à Port-Couvreux. Cet endroit, j'avais de l'eau jusqu'au-dessus des genoux, et elle était à 2-3 degrés. Donc je peux vous dire que c'était... on avait les cuisses rouges à la fin. Là, bah, elle était sûrement pas plus chaude, mais il n'y en avait pas beaucoup, quoi. Donc c'était moins froid. Voilà, bah là c'était pareil, c'est toujours... pour vous montrer un petit peu, hein, les sacs et puis un peu les paysages aussi. Il n'y avait pas de sentier, hein, on marchait vraiment au GPS souvent, où on avait des repères.
On savait qu'à tel endroit on pouvait passer parce que, bah, vous voyez les formations, hein, c'est des grosses formations rocheuses. On ne pouvait pas passer partout, des fois c'était dangereux avec les cailloux. Donc il y avait des petits passages qui se refilaient comme ça d'année en année, et avec les GPS on avait des tracés, donc on pouvait éviter les endroits pièges. Et ça nous faisait aussi pas trop... bah, c'était aussi pour la sécurité, parce que si la nuit tombe, on se retrouvait voilà, un peu au milieu de nulle part. Donc ben, les paysages, hein, ça laisse aussi le temps à la contemplation. Donc ça c'était au canyon des Sourcils Noirs, il y a des grandes falaises qui font 400 mètres de haut pour vraiment au plus haut. C'est bah voilà, ces falaises-là. Alors la photo est un peu écrasée parce que j'avais pas de grand angle, du moins quand j'étais ici, quand j'ai fait cette photo, j'étais au zoom. Donc là il y a 300, ouais, entre 300 et 400 mètres de haut en fonction de l'endroit où on se trouve. Donc c'est vraiment des falaises à pic où les albatros viennent se reproduire. C'était assez impressionnant comme endroit. Sinon voilà, ça c'est un peu le paysage typique Kerguelen. Toujours beaucoup d'eau, on voit un petit torrent, c'est très très humide. On marchait en bottes, les bottes qu'on a comme ici pour voilà. On faisait 7 heures de marche avec des bottes. Et c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux, parce que les chaussures prenaient l'eau et elles étaient au bout de 2 mois, elles étaient bonnes à mettre à la poubelle, des chaussures à 200 €. Donc voilà, c'était les bottes en caoutchouc qui allaient le mieux. Alors le chou de Kerguelen, voilà, je ne pouvais pas faire un truc sur Ker sans parler du chou, qui est en train de disparaître. Alors il a été mangé par le lapin, qui a été aussi introduit. Donc ça c'est sur une île, hein, donc il est préservé et il souffre aussi beaucoup du réchauffement climatique. C'est un peu voilà, le symbole de cette île. Et il faut savoir qu'il y a des naufragés qui sont morts du scorbut hein, sur Kerguelen, et en ayant du chou à côté d'eux, sans le savoir en fait. Ils avaient une source de vitamine C et bah, ils n'en mangeaient pas, et du coup ils sont morts. Voilà. Donc, alors ça, c'est le Mont Ross, c'était le plus haut sommet de Kerguelen. Donc ça fait juste 1800 mètres d'altitude, donc c'est pas énorme par rapport à, je sais pas, le Haut-Nec, ça doit être à 1300, je crois. Donc pourtant, c'est un sommet qui paraît complètement fou, quoi. Il est escarpé, moi, il m'impressionnait beaucoup, cette montagne. Et donc, il a été monté par des militaires, par quelques expéditions, mais ça reste un des sommets les plus difficiles au monde, par les conditions météo, alors qu'il culmine qu'à 1800 mètres. Et là, il était dégagé, parce que souvent, il était dans les nuages, comme après. Voilà, une petite photo d'ambiance. Donc là, il était vraiment dans les nuages, le massif. Voilà notre paysage de Kerguelen, hein, c'est vraiment voilà, du caillou. Là, c'est en hiver, donc vous voyez, la végétation elle est complètement cramée, hein, elle est marron. Donc voilà, c'est assez monotone. Ça, c'était en face de Port-Couvre. Donc ça fait voilà, un peu... moi, ça m'a rappelé un peu l'Islande. C'est vraiment des fjords, voilà, une île volcanique. J'ai mis quelques photos aussi de nuages, parce qu'avec les vents très violents, ça donne des fois des nuages assez beaux. Ils sont vraiment étirés, et les ambiances assez particulières. Donc là, on a des lenticulaires, voilà, en forme de soucoupe volante. Les couchers de soleil étaient magnifiques quand il n'y avait pas trop de nuages. Ça rendait vraiment bien. Je ne sais pas si ça rend. En fait, il n'y avait pas de pollution lumineuse, donc quand on n'avait pas de nuages, hein, c'était rare, hein, mais quand on avait vraiment des beaux ciels bien clairs, c'était impressionnant, ça brillait de partout. Il y avait des étoiles vraiment partout. Et les aurores aussi. Ouais, quelquefois, j'ai dû en voir 3 ou 4. Et donc ça, c'était la plus belle, hein. J'avais les couleurs rouges. Il faut savoir qu'à l'œil nu, tout ce qui est rose, ça ne se voit pas rose, hein. C'est plutôt rouge, vert, là, à la base de l'aurore. Ça ressort en fait avec l'exposition de l'image, l'exposition longue, mais sinon c'était plutôt vert léger. Et là, ça avait vraiment bien pété, un peu rouge, c'était assez joli. Donc il y a des espèces introduites, hein, donc le chat, sur lequel j'ai bossé pendant 1 an. Donc là, on avait un beau mâle. Je crois que je l'avais capturé celui-là après. En espèces introduites, on a du lapin, voilà, au milieu des manchots. C'était vraiment beaucoup de lapins. Eux, ils ont complètement transformé l'île. Ils ont justement tout mangé. Ils participent également à l'érosion. Voilà, c'est un peu le problème sur Kerguelen. Une autre espèce introduite, le renne, qui était assez sympa à voir. Hein. Moi, j'aimais beaucoup aller les photographier. Assez farouches, ils ont été chassés pendant longtemps pour la viande. Hein. Ils ont été introduits pour la viande, justement, aussi. Et ils sont échappés. En fait, ils avaient été mis sur une île, sauf que ça nage très bien, donc
ils ont rejoint la Grande Terre et ils ont tout colonisé. Voilà, là, je les avais un peu surpris. Je m'étais caché en dessous et j'étais arrivé juste en dessous d'eux. Un mâle qui avait perdu ses bois en hiver. Et là, pareil, ouais, c'était un endroit où il a presque fait nuit, là, d'ailleurs. Voilà, un peu avec les paysages, hein, je parlais vraiment des cailloux. Hein, voilà, on voit des cailloux, des petits étangs, c'est vraiment ça, typique de Kerguelen. Un peu de brouillard. Une image un peu de composition. Et on va commencer avec les animaux vraiment typiques, les autochtones. Donc là, on a un petit éléphant de mer, un jeune, hein, il était né cette année-là. Hein, c'est un petit bonbon, on appelait ça les bonbons parce que les orques les mangent comme des bonbons. Voilà, c'était un peu leur surnom. Et là, bah, si celui-là, il survit, il deviendra peut-être comme ça. Donc là, c'est un pacha, ça peut atteindre 3 tonnes, 3 tonnes 5. Voilà, c'est toujours en train de râler. Donc là, c'était à Crozet, hein. J'ai un peu triché, c'était pas Kerguelen, celle-là, cette photo-là. Voilà, un groupe de pachas, donc de mâles après la reproduction, qui en fait muent, donc ils se retrouvent ensemble, ils se regroupent et en fait on voit là des zones ils changent de peau quoi, hein, pour l'hiver. Donc ça faisait beaucoup de bruit, ça puait, c'était assez marrant. Alors là, c'est un combat de pachas. C'était juste avant la période de reproduction, c'est vraiment le tout début. En fait, les mâles arrivent avant les femelles pour choisir les meilleurs endroits sur la plage. Et ils vont s'affronter pour garder leur petit territoire. Et donc là, c'est assez impressionnant. Hein. J'étais à 10 mètres et ça tapait vraiment très fort. Ça dure... Moi, j'ai pas vu de gros combats qui durent, par exemple, 20-30 minutes. En général, c'était assez rapide. Mais c'est vraiment très, très violent. On verra mieux en vidéo tout à l'heure. Donc voilà, ils se battaient pour, en gros, avoir leur place. Et puis ça leur permettait aussi de se jauger. Donc on voit hein, toutes les cicatrices sur le corps. Et pour vous montrer aussi le dimorphisme sexuel. Donc là, c'est une femelle en dessous qui vient d'arriver. En fait, elle a passé tout l'hiver en mer quasiment, à se nourrir, à faire des réserves. Et là, elle arrive sur Kerguelen pour mettre bas. Et le pacha, lui, il reste sur la plage. Et toutes les femelles qui arrivent, il va les obliger à aller rejoindre son harem. Donc les femelles, en général, se laissent faire parce que pour elles, c'est mieux d'être en harem. Il y a moins de risque d'être embêtée par plusieurs mâles. En gros, elle sera embêtée que par un seul. Et en fait, lui, il va, comme un peu les cerfs, hein, il va jarter tous les concurrents, il va à tous les mâles périphériques. Donc c'est là que ça donne des combats. Souvent, il a juste besoin de gueuler un coup et ils ont peur. Donc, ils évitent le conflit. Donc là, on voit bien les femelles avec le pacha qui surveille son harem. Et là, c'était juste en face de la cabane de Ratmanov, là où il y a les manchots, vraiment juste à côté. Donc ça fait du bruit, beaucoup de bruit. Moi, je dormais avec des bouts de caisse hein, parce que c'est impressionnant. Là, cette femelle venait de mettre bas. On ne voit pas le petit, mais voilà, tout de suite les oiseaux ils arrivaient pour manger le placenta et si le petit bonbon était un peu faible, il le mangeait aussi. C'est vraiment très très primaire Kerguelen, les chaînes trophiques sont vraiment très simples et la vie est très rude donc les animaux sont très 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 violents. Donc voilà un petit bonbon tout neuf et lui il avait un jour, ouais. Donc c'est assez mignon, ça crie beaucoup aussi. Donc là, celui-là, il était sevré, il devait faire dans les 90 kilos. Hein. En 3 mois, ils grossissent vraiment très vite. Et donc ils restent comme ça, un mois sur Kerguelen, ils s'entraînent à nager. Ils sont très gras, donc ils n'ont pas forcément faim. On va dire qu'ils ne sont pas poussés pour aller en pleine mer se nourrir. Et au bout d'un moment, ils vont avoir voilà, envie de partir et d'aller justement en pleine mer pour se nourrir. C'est une espèce, à l'âge adulte, qui peut plonger à 2000 mètres. Pour se nourrir. Voilà. C'est vraiment une espèce hors norme. Ils avaient fait une autopsie d'un mort-né et le cœur était le cœur d'un petit qu'on a vu juste avant. Il était aussi gros que notre cœur. Voilà. Donc lui, il était... là, je dois être à 10 cm, quoi. Ouais. Alors, des fois, ils étaient hyper gentils, on pouvait les caresser. Moi, ils n'aimaient pas trop, mais on a pu nager avec eux aussi.
voilà, encadré par le pompier quoi, de l'île. Voilà. Non, non, ils ne sont pas dangereux. Il fallait faire attention au gros mâle. Justement, lui, il surveillait de la cale, on va dire. Il surveillait qu'il n'y ait pas de gros mâle qui arrive. Voilà. Non, non, ils sont hyper gentils. Ils avaient même peur. Il fallait attendre vraiment qu'ils aient confiance et après, ils venaient jouer avec nous. C'était assez marrant. Et même une otarie qui était passée, mais elle n'avait pas voulu jouer. Un petit combat, bah, c'est vraiment des petits éléphants de mer, hein. Ils ne sont pas vieux, ceux-là, ils doivent avoir 2-3 ans. C'était vraiment des fois c'est juste du jeu, là c'était un matin, voilà. Ça a duré 10 secondes, juste le temps de faire la photo. Alors un cousin de l'éléphant de mer, il lui ressemble beaucoup, mais celui-là il était vraiment plus rare, c'est le léopard des mers. Donc on va plutôt le retrouver en Antarctique, une espèce qui est très mal connue, on ne sait même pas comment il se reproduit. Où il met bas, bon, on se doute que c'est en Antarctique, mais ça n'a jamais été observé. Et l'hiver, on pouvait en voir à Kerguelen, hein, il venait se reposer sur la plage. Et lui, c'est vraiment un prédateur, il a quelque chose de reptilien, là on voit les dents. Et lui, c'était un petit, hein, il n'était pas très gros. Donc bah, il mange du manchot, hein, beaucoup de manchot. Par contre, lui, on n'a pas pu nager avec lui. Donc lui, il était beaucoup plus gros, c'est le premier que j'ai vu. J'en ai vu 4 hein, en tout, donc c'est vraiment quelque chose de plutôt rare. Et ils étaient en bonne forme, c'est souvent que ça arrive qu'ils sont vraiment en sale état parce qu'ils sont vraiment, on va dire, au nord de leur aire de répartition. Et souvent, c'est des individus qui sont un peu perdus sûrement, ou des jeunes qui n'arrivent pas bien à chasser. Donc il y en a une fois qui était vraiment maigre. Voilà, mais ceux que j'ai vus, moi, ils se portaient super bien. Et à Crozet, par exemple, cette année-là où j'y étais, bah, ils ont fait des photos d'un léopard des mers qui tuait des manchots. Voilà. Donc un truc assez sympa, je pense, à observer. Et là, l'otarie, alors pareil, une petite cousine en mammifère marin, très agressif. Ça, c'est vraiment l'animal que je me méfiais beaucoup. Très rapide sur terre, avec des bonnes dents, et ils n'hésitaient pas à nous courser. Donc là, c'était une femelle avant, là, c'est un mâle. Voilà, on verra tout à l'heure, j'ai d'autres photos, c'est beaucoup plus gros. Et ils n'aimaient vraiment pas qu'on les dérange. Alors eux, pour le coup, c'était vraiment... Donc là, il y a un jeune de l'année à droite qui est déjà bien grand, avec sa maman sûrement. Donc ça joue beaucoup. Voilà, une femelle qui me regarde. En fait, ils ne sont pas du tout à l'aise sur Terre, donc c'est pour ça qu'ils étaient très agressifs. Ils se sentent menacés. Donc ils n'hésitaient pas, voilà. Donc là, la photo n'est pas terrible, mais on peut voir les dents. Et encore, ce mâle-là n'était pas trop gros. C'est un jeune mâle. Pardon. Il y a une personne qui s'est fait attaquer par une otarie en voulant défendre une touriste sur Amsterdam. Donc, ce n'est pas les mêmes otaries, mais elles font le même poids. Et il s'est retrouvé avec la main complètement déchiquetée, parce qu'il est tombé à la renverse. Et en fait, le mâle lui a sauté dessus, il a mis sa main. Et donc, elle lui a mordu la main. Donc, voilà, c'est assez agressif. Donc, on a toujours une petite distance de sécurité avec elle. Et ça arrivait parfois quand on marche, on les voyait pas et on les entendait grogner. Donc, on se mettait des fois à courir pour éviter de se retrouver avec une morsure. Voilà, un beau mâle en plein hiver, donc bien gras, il fait une bonne réserve. Donc voilà, toujours en train de m'observer, voir si j'allais approcher ou pas. Alors en mammifères marins, on avait des dauphins, il y a également des baleines, des orques. J'ai vu des orques à Crozet, mais pas à Kerguelen. Il y en a de passage, il y a des cachalots aussi. Plusieurs espèces de baleines, j'ai pas eu la chance d'en voir. Sinon, il y avait des dauphins sédentaires, donc le dauphin de Commerson, qui était assez joli. Et lui, on le voyait surtout quand on était en chaland. Il venait jouer autour du chaland, donc on pouvait les avoir des fois pendant 1 heure avec nous. Et parfois, il nous faisait des petits sauts comme ça. Et il y avait des groupes qui étaient connus, ils étaient étudiés et photographiés pour, on va dire, il y avait plusieurs groupes, donc pour les reconnaître à chaque fois, puis ils avaient un peu leur territoire. Donc, voilà. C'était assez rare qu'ils sautent. Et on va commencer avec les oiseaux, c'est ce qu'il y a le plus à Kerguelen. Donc là, c'est l'albatros à sourcils noirs, hein, donc ça peut faire jusqu'à 2,80 m l'envergure. Donc c'est vraiment des gros... C'est assez impressionnant hein, quand on se retrouve à côté d'un albatros. C'est très très impressionnant. Donc là, on peut voir, il y a des petits manchots, des gorfous macaroni. Donc on va dire ils occupent les mêmes falaises pour nicher. Voilà, vraiment un plumage magnifique. Donc là, un peu une photo d'ambiance. C'était sur le Marion Dufresne, donc avec une tempête de neige et puis un albatros qui suivait le bateau.
Voilà, donc là c'est toujours au même endroit, hein, au canyon du Sourcil Noir. Hein, c'était une des plus belles colonies de Kerguelen. Et donc à côté des albatros à Sourcil Noir, on avait le Gorfou macaroni, donc, avec ses petites aigrettes jaunes. Voilà, donc là ils étaient sur les œufs, hein, donc chacun avait son petit nid. Et donc une espèce, c'est une autre espèce, elle ressemble beaucoup au précédent, mais c'est le Gorfou sauteur, lui. Les aigrettes sont un peu plus développées. J'ai eu l'occasion de le voir plus souvent. Voilà, et en fait là, il neigeait, c'était au début de la fin de l'hiver, où il revenait sur les colonies pour se reproduire, donc on avait encore un peu de neige, c'était assez sympa. On avait des canards qui ont été chassés jusqu'à, je crois, en 2005, espèce endémique, on les trouve que là-bas. Donc pour vous dire qu'en fait, à Kerguelen, c'est assez particulier, hein, c'est un territoire, donc on fait un peu ce qu'on veut. Bon, maintenant, c'est encadré, il y a une réserve naturelle, donc voilà, il y a, on va dire, moins de bêtises de fait. C'est pas rare qu'avant, des militaires tuent des manchots pour goûter. Voilà, c'était pratique courante. Donc le canard était chassé. On pouvait, après une journée de tir dans la carrière de Kerguelen, n'importe qui, hein, avec un fusil, était habilité à pouvoir aller chasser des canards, des mouflons, des rennes. Il y a eu un accident mortel de chasse, donc c'est depuis que ça a été interdit. Donc voilà, ce canard qui est endémique, hein, on peut le voir qu'à Kerguelen et à Crozet, était chassé. Donc ça paraît un peu fou. Voilà, avec des belles ambiances, du coup, à Pointe-Morne, au lever du jour. Une autre espèce endémique, le cormoran de Kerguelen. En fait, lui, il vole, mais on va dire il n'est pas assez fort pour pouvoir quitter Kerguelen. Ouais, il n'y a vraiment rien autour, hein, donc il est cantonné à vivre, à rester sur Kerguelen. Il ne peut plus aller, il peut plus s'échapper, on va dire. Donc il va se nourrir autour de Kerguelen et il se reproduit là-bas aussi. Donc il y avait des belles colonies. Alors là, en repro, lui, ouais. Lui, il était vraiment nuptial. De tête comme ça. Je crois que la femelle aussi était assez, peut-être moins développée. Faudrait que je regarde. Je sais même pas si c'est sur le guide ornitho. Faudrait que je leur demande à l'ornitho, je te dirai. Alors ça, c'était le poujon, un mélange de poulet et de pigeon. Alors lui, c'était vraiment un nettoyeur. On en avait assez peu à Kerguelen. C'était très très curieux, c'est vraiment impressionnant. Ça s'appelle le Kiolis, hein, le vrai nom. Parce que c'est tellement curieux qu'ils se font manger par les chats. Et ça fait qu'on les retrouve que sur certaines îles où il n'y a pas le chat. Voilà, Kerguelen, c'est une archipel, donc il y a beaucoup beaucoup d'îles. Le chat n'est pas partout. Et c'est par exemple, on mettait l'appareil photo et il pouvait venir vraiment juste devant, quoi. Et, il nous gênait même parfois pour faire des photos. Très très curieux. Il y avait des sternes aussi. Hein. Une fois, ça avait des petits côtés Bretagne. Hein. Il y avait des goélands aussi. Donc là, la sterne arctique ou celle de Antarctique ou celle de Kerguelen, elles étaient assez difficiles à différencier. Et là, ça c'était un spectacle magnifique. C'est les parades de Grand Albatros, Albatros sur l'heure. Donc c'est ce que je disais, hein, jusqu'à 3,50 m d'envergure, presque 10 kg en vol. C'est le plus gros oiseau volant au monde, avec en plus une parade magnifique. Ça peut vivre 60 ans, ça se reproduit à partir de 10 ans. Là, c'est 6 à 7 premières années de vie, il va les passer en mer sans jamais se poser. Voilà, c'est assez... Et il va mettre plusieurs années avant de former un couple. C'est un couple qui se forme à vie. Ils vont mettre parfois 2 à 3 ans avant de vraiment former un couple. Ils vont faire des parades pendant plusieurs années. Ils vont se retrouver sur la colonie chaque année et ils vont parader jusqu'à ce que ça soit parfait. Et là, ils vont vraiment s'accoupler. Ça peut prendre du temps. Donc c'est une espèce qui est assez menacée parce qu'elle se reproduit tous les 3 ans. Elle souffre beaucoup de la pêche. Elle se prend dans les hameçons en fait, avec les appâts. Donc voilà, ça donne des spectacles assez fascinants. Donc là, c'est des jeunes qui s'entraînent à la parade.
avec ses grandes ailes. Et ça donne un tout petit poussin. Voilà. Alors lui, il était vraiment né, je pense, le jour même ou la veille. Et ça va grossir très vite. Et ce poussin, il va rester tout l'hiver à Kerguelen. Il ne va vraiment pas bouger. Il va tout affronter. Et les parents vont venir, ils vont se relayer pour le nourrir. Et il va devenir plus gros que les parents. Voilà, pour résister au froid, il fait beaucoup de gras. Donc voilà, il n'était pas trop content parce que je l'approchais. Alors les animaux n'ont vraiment pas peur de nous. Hein. Il y avait toujours une distance, mais on pouvait les albatros facilement à 5 mètres. Voilà, on était vraiment toujours très près. Ils connaissent très peu l'homme, ça fait 60 ans que l'homme s'est installé à Kerguelen avec une base temporaire. Hein. Il n'y a pas d'autochtones. Il y a 2 gens qui vivent toute l'année, qui vivent toute leur vie là-bas. C'est des militaires qui se relaient tous les ans, une équipe scientifique dont je faisais partie qui se relaie aussi tous les ans. Il y a des gens qui sont là pour la logistique. Voilà, c'est vraiment une base de travail. Alors c'était un nettoyeur, lui, un oiseau assez impressionnant, ça fait pareil, presque 2 mètres d'envergure, très costaud. Et donc lui, il était vraiment là pour nettoyer. Tous les individus très faibles, il les prédatait. Donc c'était vraiment un dinosaure. Hein. J'avais vraiment l'impression de voir un vélociraptor. Et un cri aussi très particulier. Puis à la taille du bec, c'est vraiment une arme redoutable. Alors ouais, pour le coup, des fois, il venait très près. Quand il suffisait qu'on s'allonge pour faire des photos et il pensait, voilà, il venait voir si on était bon à manger. Donc c'était assez, des fois assez déroutant. Bah là, c'est peut-être le cas là. Donc là, il se disputait une carcasse d'éléphant de mer. J'avais Joris, qu'on a vu sur la photo au début avec moi. Lui, il était tombé sur un cadavre de baleine. Et il y avait une centaine on appelait ça les cracous. Une centaine de cracous dessus, quoi. Il m'avait montré les photos, c'était assez impressionnant. Donc là, bon, il y en avait moins, mais c'était quand même pas mal. Donc c'était une femelle d'éléphant de mer qui était morte en étant bas. Et en 1 jour, 2 jours, il n'y avait plus rien. C'était vraiment impressionnant, hein. Ils avaient tout mangé. Donc ils se battaient pas mal. Donc on peut voir, il y a des goélands aussi. Donc ça donnait des combats très très violents, ils se cassaient des fois les ailes. Donc un peu de poésie pour finir quand même avec cette espèce. Ouais, les gens ne l'aimaient pas trop, moi j'aimais bien. Ouais, c'est vrai que c'est assez primaire. Une petite transition du coup pour vous parler du manchot royal hein, avec le craco. Alors lui, il était vraiment venu voir le groupe de manchots et puis il les testait en fait. Hein, il venait voir et donc eux, ils se mettaient droit comme ça pour lui montrer qu'ils étaient en bonne forme. Et voilà, il s'était mis à côté d'eux, du coup, bon, il était resté là, mais voilà, le stress un peu pour eux, quoi. Et c'était ça, ils testaient, et puis quand il y avait un individu qui était plus faible que les autres, ils se mettaient à plusieurs pour l'achever. Donc des manchots qui sortaient de l'eau, hein, souvent ils sortaient par groupe. Hein. Donc là on pouvait marcher, c'était une plage, on marchait, il y avait 3-4 km comme ça, on marchait au milieu des manchots. Un nourrissage, hein. On voit le poussin qui est en duvet, lui, qui va rester en duvet tout l'hiver. Et là, donc il y avait un poussin qui était de forme Isabelle, qui était plus clair que les autres. Il avait les yeux bleus avec le bout du bec un peu rose. Malheureusement, je n'ai pas pu voir ce que ça donnait en plumage adulte. Il était assez marrant. En plus, il a survécu à tout l'hiver, donc on a pu le suivre toute l'année. Et chaque l'année après nous, ils ont eu un poussin, mais qui était encore plus clair, tout blanc, mais pas albinos, vraiment pas les yeux rouges, mais encore plus blanc que celui-là. C'était un peu notre mascotte quand on allait à Ratmanov. Donc voilà, là il y avait du mauvais temps, donc ils se regroupaient en poussinière et ils se tenaient chaud. Donc ça fait des gros groupes de manchots. Pareil, hein, les adultes faisaient ça aussi. Voilà, on peut voir les couleurs. Hein. Souvent, ils se mettaient face à face comme ça, ils levaient la tête. Donc, c'était une espèce de parade. Et ils chantaient aussi. Et en fait, ils repèrent leurs cris parce que vous imaginez 400 000 poussins, 400 000 manchots, ça fait un brouhaha énorme. Mais en fait, eux, ils arrivaient à repérer leur partenaire ou leur poussin.
ils avaient chacun un cri distinct, et ils arrivaient à se reconnaître comme ça et à se retrouver. C'est ce qui paraît un peu fou, hein, parce que c'était vraiment le bordel, quoi. Enfin, toi, quand t'es dans une foule et que t'appelles ta meuf... Bah ouais, c'est ça, ouais. On arrive plus ou moins, mais eux, c'était fou, parce qu'ils étaient vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Voilà, un plumage intermédiaire, on va dire un ado. Voilà, il mue. Donc il perdait son duvet. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des études qui sont faites parce que le duvet, donc c'est très très efficace contre le vent, la neige. Et avec le réchauffement climatique, il pleut de plus en plus à Kerguelen et il y a moins de neige. Donc les scientifiques se demandent si ça ne cause pas plus de mortalité chez les poussins, donc à cause du froid. Ils perdent plus de chaleur. Voilà, ils essayent d'étudier ça. Petites ambiances hivernales. Donc là, c'était du blizzard. Hein. Ça a duré une journée. C'était des périodes comme ça de 10 minutes où il y avait... ça devenait... on ne voyait pas 10 mètres, 5 mètres même. On se perdait complètement. Alors j'étais juste à côté de la cabane. Hein. Quand je voyais le blizzard arriver, je prenais mon appareil photo, je sortais, je me laissais comme ça perdre dedans. Alors, ça durait 10 minutes. Et c'était assez sympa pour faire des photos, mais bon, l'appareil, il prenait cher. Et c'était voilà, du vent très violent avec voilà, de la neige. Et on voyait, mais vraiment, je me retournais, je ne voyais plus du tout la cabane, je perdais complètement mes repères. C'était assez déroutant. Donc, ouais, toujours avec ces conditions mauvaise météo. Ça donnait aussi des ciels bien chargés, assez sympa. Moi, je m'éclatais à faire ce genre de photos. Et là, c'est pareil pour faire une petite transition. Donc, avec l'espèce qui est en flou devant, c'est le labe géant. Labe subantarctique, voilà. Du coup, en fait, là, j'étais allongé, je faisais les photos, j'essayais de faire les manchons en photo, je cherchais de faire un truc, et à un moment, on a tapé dans mes bottes. Donc, c'était ces oiseaux-là qui étaient derrière moi et qui, en fait, regardaient si j'étais comestible. Et je me suis retourné, il y en avait 3. Donc c'était assez rigolo. Et puis il y en a un qui est venu devant, comme ça, il regardait. Alors il venait voir les yeux, hein, il fallait toujours faire attention aux yeux. Et il venait voir. Donc, puis du coup, j'avais trouvé la photo assez marrante. Donc voilà, c'est un oiseau assez costaud, hein. Très puissant, qui n'est pas forcément très gros, mais très très puissant. Il a beaucoup de force dans les ailes. Et très malin. Et puis très curieux. Alors là, vraiment, pour le coup, c'est l'oiseau qui venait le plus près, je pense. Là, j'avais mon trépied, il venait taper dans mon trépied, il venait voir hein, si j'avais à manger. Alors, ça nous arrivait de les nourrir, donc ils comprennent très vite. En fait, il y a des oiseaux qui sont là depuis, qui viennent à Kerguelen, qui sont très vieux, donc ils comprennent hein, que l'homme peut donner à manger. Donc parfois, il y avait vraiment certains qui étaient assez téméraires. Voilà, là, il y avait la femelle ou le mâle hein, qui était au nid, on voit la tête derrière. Donc là, il défendait son nid. Petite photo d'ambiance. Voilà, en fait, c'est pas pareil. Hein. Je faisais des photos d'éléphants de mer et il m'a vu, il est venu me voir tout de suite, hein, ce que je faisais. Il est très très curieux. Alors un manchot assez joli, un manchot papou, très mignon. Un petit manchot. Pareil, qui venait se reproduire en colonie. Voilà, pas du tout farouche, hein, on pouvait l'approcher assez près, en y allant tout doucement. C'était sur la plage. Ah, c'était marrant parce qu'il y avait eu une grosse averse de neige durant la nuit. Et en fait, pour mon travail, j'avais un transect. Donc je comptais les chats sur 5 km. Et il y avait une colonie de manchots juste à côté. Et pendant que je faisais mon transect, je suis allé voir la colonie. Et en fait, ceux qui couvaient, ils n'avaient pas quitté leur nid pendant la tempête de neige. Donc ils s'étaient laissés recouvrir il y avait bien 10-15 cm.
Et ils avaient fait après des petits igloos comme ça. Donc ils avaient pas du tout abandonné leur nid. Donc voilà, après il y avait les petites naissances. Hein. Donc ouais, ceux-là ils sont vraiment pas vieux. Réclamaient tout le temps à manger. Donc là, c'était le matin, et on va dire le soir, c'était hors période de reproduction. Donc le soir, il venait se poser en bord de mer, sur les cailloux, et il repartait le lendemain matin se nourrir en mer. Donc là, c'était avant le départ, au lever du jour. Alors, la dernière espèce, le meilleur pour la fin, moi c'était l'oiseau que j'adorais, c'est l'albatros fuligineux. C'est vraiment un albatros très, très beau, je trouve un plumage assez délicat, voilà, avec son contour blanc autour de l'œil. Là, il y avait une petite tempête de neige, et en fait, souvent on arrivait à les avoir comme ça au bord des falaises parce qu'il se posait. Il y en avait un qui était posé sur les falaises, donc il appelait les autres. C'était avant la période de reproduction. Et souvent, ça attirait ceux qui étaient autour, et ils venaient frôler les falaises comme ça pour voir qui appelait, et parfois ils se posaient juste à côté. Donc là, c'était vraiment les falaises que je vous montrais tout à l'heure, qui font 300-400 mètres de haut. Donc ils venaient frôler les falaises, et ils avaient leur nid qui était caché, on ne les voyait quasiment pas. Et en fait, avant de se poser, c'est un oiseau qui fait presque 3 mètres d'envergure, donc c'est assez délicat pour se poser. Et il venait parfois frôler, il faisait des cercles et il frôlait la falaise avant de se poser, avant d'être sûr de pouvoir se poser correctement, sans se blesser. Donc voilà, le Marion Dufresne, et ça voulait dire que c'était la fin. Il venait nous chercher après 13 mois là-bas. Donc c'était assez particulier de le revoir. En fait, en plus, nous, on a eu la chance, parce qu'au final, c'était bien. On n'a pas eu de bateau de ravitaillement pendant 8 à 9 mois, parce que le Marion Dufresne, donc ce navire, était en jouvence. Et on a passé, c'est ça, presque 9 mois à 60, donc avec les militaires, les Réunionnais qui sont là pour la logistique. Il y avait un cuisinier, un pâtissier. Nous, on était une douzaine à être volontaires du service civique. On était l'équipe scientifique, donc en fait, on travaillait pour des labos, on récoltait les données. Et donc, on avait cette petite communauté. Donc, on a eu de la chance, ça s'est super bien passé entre nous, on s'entendait bien. Les gens qui ne s'aimaient pas s'évitaient, il n'y avait pas de conflit. Et quand vous avez le bateau qui arrive, donc c'est une espèce d'invasion, vous vous retrouvez à 150 sur la base, donc vous ne vous sentez plus trop chez vous. Voilà. Au début, on était très contents d'aller sur le Marion Dufresne parce qu'il nous amenait à Kerguelen, et après on avait une relation avec lui qui était un peu particulière. Mais bon, à la fin on était contents qu'il nous ramène aussi. Et voilà, pour finir avec les photos, une petite aurore australe sur le Marion Dufresne. Ça faisait 3 jours que j'étais arrivé sur Kerguelen. J'ai fait cette photo. Merci.